Bon, alors aujourd'hui, on va partir de ce qu'on a vu la semaine dernière, tracer à grands traits en quelque sorte le mouvement de la psychologie sociale expérimentale dans sa constitution, faire un focus sur les dissonances cognitives, c'est-à-dire les moments dans lesquels on a des cognitions, des connaissances, des jugements, des normes, des attitudes qui entrent en conflit, en tension. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça au fur et à mesure. Et on va l'illustrer avec l'exemple de la réforme des retraites. En gros, le but du jeu, c'est de se donner à comprendre comment est-il possible pour une part importante de la population française d'être à la fois opposée à cette réforme et incapable de s'engager contre cette réforme. Donc on va immédiatement appliquer à notre présent les petites choses qu'on va être amené à comprendre aujourd'hui. Schématiquement, on va repartir de Norman Triplett, voir comment s'est constitué ce qu'on pourrait appeler la galaxie, la nébuleuse des théories de l'influence, de la manipulation. Travailler sur les dissonances cognitives qui relèvent d'une autre logique, et voir comment ensuite on peut rapporter la connaissance des dissonances cognitives à des pratiques de manipulation et d'influence. Bon, avant d'aller vers ces joyeusetés politiques que je vous annonçais il y a un instant, on reprend les bases. Comme je vous avais dit, Norman Triplett identifie que autrui a une influence sur la performance. En d'autres termes, que des enfants placés sous observation d'un tiers, au départ, réalisent plus vite une tâche que si on les prive de cette observation. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, se développe la théorie de la facilitation sociale qui va identifier autrui comme un stimulus inconditionnel, c'est-à-dire qui que ce soit qu'on place en situation d'observation provoquera une augmentation de la performance. En d'autres termes, je réalise mieux les actions sociales que je suis mené à conduire lorsque je suis sous observation. Je suis en présence de quelqu'un d'autre. Cette théorie-là va être complétée par la théorie de l'inhibition sociale qui nous dit la chose suivante. Certes, si dans des circonstances égales et pour un travail simple, une tâche simple, autrui est indifférencié, en revanche, dès lors qu'on passe à des tâches complexes avec un enjeu, ou un dispositif qui induit en erreur, dès lors, non seulement autrui sera un stimuli différencié, en d'autres termes, selon la personne qui sera là, on aura tel ou tel résultat, mais encore, l'impact de la présence de quelqu'un d'autre lors de la réalisation d'une tâche sera soit positif, soit négatif. On parlera alors de facilitation sociale en cas d'impact positif et d'inhibition sociale en cas d'impact négatif.
théorie c'est quoi le nom de la théorie qui se développe avec la théorie de la facilitation En fait, sociale? à l'intérieur de la théorie de l'influence, vous avez deux théories, la facilitation et l'inhibition. Pour dire les choses de manière technique, le drive va être positif ou négatif. Voilà. L'impact sur l'action va être positif ou négatif. Ce qui est moins en fait une contradiction. On ne dit pas que la facilitation n'existe pas. On vient compléter cette théorie en disant, dans certains contextes et pour certaines tâches, la présence d'autrui peut être facilitatrice ou inhibitrice. Elle a un impact qui peut être positif ou négatif, et par ailleurs différencié ou indifférencié. Toujours dans les années 1950, 60, 70, se développent d'autres aspects de la théorie de l'influence, et notamment celles qui concernent les théories du conformisme et de l'innovation. Le conformisme, c'est comment est-ce qu'on peut être amené à changer son comportement pour se conformer à un standard, pour appartenir à un groupe, pour coller à une norme. Donc, c'est l'expérience de Salomon Asch dont je vous parlais la semaine dernière. Comment un groupe, en produisant une erreur, amène des individus cobayes à produire cette erreur. Vous savez, c'est les trois traits. Pour se conformer, et en fait je dis pour se conformer, ça c'est la théorie. En pratique, simplement, les individus se conforment au comportement majoritaire. La théorie de l'innovation insiste sur la dynamique qui lui est presque opposée, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'un comportement minoritaire emporte l'adhésion d'une certaine manière et change le comportement du cobaye. Alors là encore, j'avance juste pour vous dire le but de la séance. J'avance à grands traits, je vous donne un cadre théorique général qu'on précisera les séances prochaines. Et très vite, c'est-à-dire dès la fin de ce cours, je veux rendre très sensible, vraiment vous permettre de vous approcher au plus près de ces outils-là. Donc vraiment, décrire à grands traits les jouets et jouer avec. C'est ça qu'on va faire. Toujours dans cette optique de comprendre ce qu'il advient lorsque on bascule une science sociale dans une démarche expérimentale. En gros, quand on met les sujets étudiés en situation de cobaye. Bien. Quand on prend les gens pour des rats de laboratoire, pour le dire plus fortement. Donc, alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis, par exemple, les expériences sur l'innovation sont largement menées en France par Serge Moscovici sur des couleurs, la reconnaissance de couleurs. Comment faire en sorte pour qu'avec une minorité, donc une idée innovante par rapport à une masse, on parvienne à obtenir un changement de comportement chez les populations cobayes. Et on peut dire comme ça, pour aller vite, que le facteur le plus efficace, le facteur décisif, c'est la constance. Une anomalie dans un résultat collectif, si elle est intempestive et changeante, sera perçue comme une anomalie, une erreur. La répétition d'une réponse anormale de manière constante, stable, apparaîtra comme une nouvelle manière, en quelque sorte comme le prototype d'une nouvelle norme, et pourra susciter de l'adhésion.
L'exemple traditionnel donné pour expliquer ça, c'est, vous savez, je crois que c'est au départ une pièce de théâtre et le film 12 hommes en colère. Vous avez un jury dans lequel il y a 11 personnes qui partent bille en tête en pensant que telle personne est coupable, et puis il y en a un qui dit bah non, moi je ne vous suis pas, j'ai des doutes. Et progressivement, il parvient à convaincre avec constance les 11 membres du jury qui finissent par adhérer à sa théorie à lui. Toujours en parallèle, et on les avait évoqués avec les expérimentations de Cialdini, on a les théories de l'engagement qui sont expérimentées. Toujours dans les années 50, 60, 70. Une fois encore, on est dans des formes d'influence. Comment je peux modifier le comportement de quelqu'un? Et à l'intérieur des théories de l'engagement, c'est là que vous trouverez par exemple les théories du pied dans la porte, de la porte au nez, de l'amorçage, de l'étiquetage. Vous savez ce que c'est, les théories de l'étiquetage? Ben, c'est très simple. C'est si statistiquement on attribue à quelqu'un une qualité, explicitement, on a plus de chances de voir la même personne agir en fonction de cette qualité qui lui a été attribuée. Voilà. Si on la qualifie de généreux, on augmente les chances de la voir se comporter de manière généreuse. L'amorçage, pour moi, c'est peut-être celle qui représente le mieux les théories de l'engagement. C'est, vous savez, alors, l'exemple est assez simple. On engage une relation avec quelqu'un, par exemple par un don. On lui offre un porte-clés ou ceci ou cela, dans une boutique. Et puis ensuite, on commence une relation commerciale sans parler d'argent, sans parler de commerce, sans parler de transaction. Voilà. Ah, vous vous intéressez à cette voiture, elle est formidable, elle est géniale pour la famille, c'est de moi-même d'ailleurs. Et donc on amène la personne en situation d'être déjà très engagée. Ensuite, il y a différentes astuces, on peut parler d'une promotion et d'un cadeau associé, puis à la fin on les supprime et on se rend compte que les personnes vont quand même faire l'achat pour ne pas dire qu'elles étaient intéressées que par la promotion, mais qu'en fait c'était quand même intéressées par l'objet. Il y a des tas de techniques qui ont été développées à partir des théories de l'engagement pour améliorer l'efficacité, par exemple, des techniques de marketing, des techniques de management, de ressources humaines. J'avais mentionné la semaine dernière l'impact de l'école des relations humaines à partir des années 1929-30 aux États-Unis sur les pratiques de RH et sur les pratiques de management. Donc, de manière globale, on a toute une réflexion sur l'influence et la manipulation qui se construit en psychologie sociale, sachant que la psychologie sociale, elle, ce qui l'intéresse, c'est de connaître comment, par quel vecteur, par quel levier, on peut modifier l'action d'individus humains sans que ces personnes ne s'en aperçoivent et n'attribuent aux bonnes causes les changements de leur comportement. C'est pour ça qu'on parle de manipulation. Tant les usages de ces techniques de psychologie sociale, en marketing, en ressources humaines, en management, en politique, relèvent d'autres fins que des fins purement scientifiques, bien entendu. J'ai utilisé un mot sur lequel je voudrais revenir, technique. Les techniques. Qu'on pourrait décrire grossièrement comme ce qu'on sait déjà faire. Une technique, c'est une manière de faire efficace et traditionnelle, dont on connaît en somme le résultat et la mise en œuvre. Or, si vous voulez, tout ce dont on parle là, la manière dont le collectif impacte l'individu, c'est exactement la même recherche qui intéressait Émile Durkheim. Quand on dit un fait social, c'est une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui, c'est ce qui l'intéressait. Et néanmoins,
Durkheim et la sociologie française, ou la sociologie allemande d'ailleurs, n'ont pas engagé comme ça de recherche pour comprendre exactement comment se passait cette contrainte, comment se réalisait cette coercition. D'accord ? La psychologie sociale, si. Ceux qui intéressent la psychologie sociale expérimentale, notamment celle nord-américaine développée, disons grossièrement, surtout dans les années 1950, 60, 70, c'est ça. Comment décrire le processus de coercition. Quelles sont les courroies de transmission entre la norme produite collectivement entre le fait social et la modification du comportement de l'individu. Vous voyez, dans cet écart qu'il y a entre conformisme et innovation, on pourrait voir le même écart qui existe entre fait social normal et fait social pathologique. En d'autres termes, norme dans l'espace et dans le temps, où là, on se comporte ainsi pour être conforme au groupe, quoi. Et puis fait social pathologique, c'est-à-dire plutôt exception dans l'espace et dans le temps, un genre de fait social qui se développe et qui indique une crise du fait social normal précédent, où là quelque chose d'innovant, une nouvelle pratique va s'imposer. Les psychologues sociaux américains, amateurs d'expérimentation, vont observer à l'échelle du laboratoire, dans l'aquarium si on veut bien, les différents leviers, les différents vecteurs qui permettent de transformer, de manipuler l'action des individus. Non pas de 100% des individus, mais d'une part à l'intérieur de groupes. D'augmenter le niveau d'acceptabilité, de transformer le comportement majoritaire. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous permet de parler de psychologie sociale, c'est-à-dire si je regarde par exemple comment une technique de marketing permet d'augmenter dans 80% des cas le nombre d'achats réalisés par un individu, je ne travaille pas sur quelque chose qui serait universel et qui concernerait tous les individus, ou je ne travaille pas sur un seul individu. Je travaille sur une masse et un changement de comportement évalué à une échelle massive, à une échelle collective. Alors que permet la psychologie sociale par rapport à la sociologie traditionnelle ? Justement la constitution de techniques d'influence. Dès lors que je connais la courroie de transmission entre le fait social et sa coercition, dès lors que je sais comment est composée la coercition, je me donne les moyens de répliquer dans l'espace social le protocole expérimental et donc d'avoir des techniques d'influence. Ce pourquoi probablement... Ah tiens, ça j'avais pas eu encore. J'ai eu perceuse. Meuleuse. Marteau-piqueur. Fenêtre démontée. Mais marteau comme ça, c'est nouveau. C'est l'innovation. Donc, pour le dire simplement, on a une discipline qui, par essence, fournit, pas par vocation, mais par construction, fournit des techniques d'influence qui peuvent être mises au service d'ingénierie sociale, mais aussi plus simplement, par exemple, de commerçants
de vendeurs, de gens qui sont amenés sporadiquement à gérer des foules. D'une certaine manière, on revient à Tarbes et Lebon, mais on va rester sur nos rails pour l'instant. On a donc comme ça la constitution d'un attirail de techniques pour comprendre comment se forment les cognitions, les jugements, les connaissances, les motivations de l'action, et pour comprendre la construction opératoire de l'influence, de la coercition des faits sociaux sur les comportements individuels. À partir de 1957, Léon Festinger, son nom est au tableau, a apporté une nouvelle théorie à la psychologie sociale. 1957, c'est la publication d'un ouvrage qui s'appelle A Theory of Cognitive Dissonance. Et donc une théorie de la dissonance cognitive. Il apporte donc un nouvel outil, une nouvelle théorie, une théorie de la dissonance cognitive. La théorie de la dissonance cognitive s'intéresse à ce qui surgit lorsque deux cognitions, c'est-à-dire de normes, de croyances, de connaissances, deux éléments qui viennent habituellement nourrir, construire, structurer, motiver l'action des individus, entrent en tension. Et lorsque deux cognitions entrent en tension, il se produit quelque chose d'intéressant. Ça place l'individu dans une situation d'inconfort, voire de souffrance, qu'il va chercher à résoudre, la plupart du temps inconsciemment. Et pour résoudre ce conflit, pour résoudre cette tension, il va chercher un troisième élément. Il va produire une cognition qui viendra rétablir un équilibre. Pour exemple, bête, j'ai l'habitude de prendre ma voiture, je sais que ça tue les ours blancs. Oh, les ours blancs, on n'en a rien à foutre. Résolution. Ou alors, j'ai un mode de vie qui consomme 2,5 planètes. J'adore mon mode de vie. Ouais, mais individuellement, on peut rien faire. Voilà. Alors, les exemples que donne Festinger au départ sont plus fins. C'est si on raconte l'expérimentation dans sa globalité. On prend des étudiants, on leur demande de faire des tâches épouvantablement ennuyeuses. Il faut tourner d'un quart de tour des chevilles de bois dans une planche en bois, tourner le truc pendant longtemps. Ensuite, on pousse le vice jusqu'à demander aux gens de faire l'apologie de cette expérience auprès de personnes qui sont des acteurs. Enfin, on leur dit que c'est des potentiels participants. Et on leur dit on a besoin d'autres personnes pour expérimenter. Est-ce que vous ne pourriez pas convaincre cette personne-là de participer, tout ça. Et après, on leur demande sur des formulaires d'évaluer leur expérience. Et on compare les résultats de groupes où on a payé les gens pour y participer aux résultats de groupes auxquels on a très peu payé les gens pour participer. Et le résultat, c'est que plus on paye les gens, moins ils ont aimé l'expérience. Et que la seule manière, pour ceux qui ont été très très mal payés, de justifier à leurs propres yeux leur participation à l'expérience et le fait qu'ils l'aient recommandé à des gens,
c'est de dire que c'était une expérience passionnante. Voilà. Donc là, on a bien expliqué la situation. En d'autres termes, la personne a le choix entre se dire « je suis un menteur qui perd son temps, on s'est bien foutu de ma gueule, et j'ai participé à quelque chose d'exaltant, c'était super, je le referai très volontiers, même gratuitement. » Bon, ben la personne choisit inconsciemment le second énoncé parce qu'il est plus valorisant, tout simplement. Et là, en fait, le parce que est superfétatoire. Ce qui est intéressant du point de vue de la psychologie sociale, c'est les personnes mises dans cette situation d'inconfort, parce qu'elles sont mises dans cette situation d'inconfort, choisissent factuellement une troisième solution. Il y a une dissonance cognitive qui apparaît, qui est parfois citée de manière limpide dans les suites de l'expérience de Milgram. Pour les testeurs, ceux qui ont été en situation d'expérimentateurs, qui ont le plus torturé les cobayes, qui étaient en fait des comédiens, mais qu'on comprenait pour des cobayes, ils se mettaient vraiment à développer la théorie selon laquelle les cobayes méritaient leur sort. Bon. Attendez. Je vais vous donner des exemples bêtes et ensuite on va s'attaquer, parce que je crois qu'on a le temps, ça tombe bien, aux retraites. Et enfin, on va parler français de choses que tout un chacun peut comprendre. Vous devez partir. Vous allez être en retard. Voilà. Donc vous avez des tas d'habitudes qui vous conduisent à traîner, des tas de manières de faire qui vous conduisent à traîner, des tas de valeurs par ailleurs acquises et de normes qui vous font savoir que c'est pas bien d'arriver en retard. Bon, quelle est la solution la plus simple? Bah, on s'en fout. En fait, j'ai pas du tout envie d'aller au truc où je vais. Voilà. C'est ce qui est le plus simple, par exemple. Inversement, et là on va rejoindre la théorie de l'engagement et la théorie de l'amorçage. Je me lève à 4h30 du matin. Je pars à 5h30. À 5h35, le pneu crève au bas de la côte de Nocé. Mais je suis encore qu'à 3 km de chez moi. J'essaye de faire du stop. Personne ne s'arrête alors qu'il fait -3 et que, bref, les gens sont des salauds. Je finis même par essayer d'appeler un taxi, puis finalement je prends un bus pour choper le train qui de toute façon est en retard, c'est pour ça que je sais que je peux prendre le... Bref, vous voyez, là, il y a deux faits qui sont là. Je vais être en retard, j'aime pas être en retard, ça va avec, et dans le fond, ça n'a aucune forme d'importance. Ça n'a aucune forme d'importance. Pour moi, individu, Alexandre Duclos. Et en fait, pour vous aussi. Je vous ferai une vidéo, je vous l'envoie, vous la regarderez tranquillement chez vous, et c'est peut-être même mieux. Et plus la perspective est coûteuse d'essayer quand même de venir à Paris, en temps, en effort, en argent, plus on va souffrir de cette espèce de truc idiot qui est « j'ai aucun intérêt à y aller, je vais y aller quand même ». Et donc, qu'est-ce qu'on va s'inventer? Ah, c'est important pour les étudiants. On va s'inventer un prétexte pour ne pas trop souffrir d'une espèce de comportement complètement maniaque consistant à aller envers et contre tout faire court. Bon. Vous voyez qu'on peut gérer le retard ou l'absence de... Exactement. À chaque fois, en fait, ce qui est important, c'est on va chercher l'hypothèse qui fait le moins souffrir. Bon. Autre exemple, on glisse lentement vers la politique. Et après, je vous donne la parole parce que j'ai oublié. Hier soir, on cause avec mon épouse de l'occupation à Tolbiac. Parce qu'en fait, il se pose la question de savoir si je vais venir ou pas. Parce que si Tolbiac est occupé, je ne viens pas. Or, hier, message info flash de la direction, à 11h,
le site de Tolbiac est fermé aux étudiants. Alors moi, je ne sais pas du tout si Tolbiac va être fermé, bloqué, de quoi ou qu'est-ce, enfin, aucune idée. Bon. Et mon épouse s'étonne un peu, qu'est-ce que c'est que cette espèce de mobilisation demi-molle, là, enfin, ils savent plus faire d'occupation à Tolbiac, qu'est-ce qui se passe euh, et j'essaye de dire, vaguement, l'évolution des pratiques militantes sur le site de Tolbiac. Et puis elle me renvoie à mon passé. Et à moi, elle m'a connu en train d'occuper la Sorbonne. On s'est rencontrés comme ça, en fait. Enfin, autour de ça, dans cette période-là. Donc, on grimpait sur les échafaudages pour occuper la Sorbonne qu'on avait planifié. Le fait de fermer avec des chaînes et des cadenas cachés dans l'établissement quelque temps auparavant, suite à l'examen du plan des évacuations possibles de la Sorbonne pour empêcher les appariteurs de fermer le site, enfin d'une espèce d'ensemble de techniques qui permettaient vraiment à coup sûr, même à minima, d'occuper bien quand même correctement, quoi. Puis les autres sites de la Sorbonne, l'occupation de l'EHESS. Ah, et il me dit, mais pourquoi les gamins ils le font pas là? Pourquoi les étudiants, ils font pas ça? Pas tous, mais ceux qui ont envie d'occuper, pourquoi ils ne disposent pas de ces techniques-là? Qu'est-ce que vous foutez, vous les vieux? Pourquoi vous leur dites pas comment faire? Et alors là, situation de dissonance cognitive. Je sais faire, je l'ai fait. J'aime bien quand ça se fait parce qu'en plus, après, des fois, c'est super, on fait des universités libres, c'est formidable. C'est un vrai moment de mobilisation. Puis bon, je perds autant d'argent à enseigner que d'habitude, mais ça a plus de sens. Bon, c'est plus jouissif. Et effectivement, j'ai rien transmis, je ne me mobilise pas, je fais rien. Voilà. Situation de dissonance cognitive, n'est-ce pas? Souffrance. Que sort l'esprit comme espèce de truc complètement débile pour ne pas souffrir? Ah, bah c'est les étudiants qui ont changé. Les étudiants, là, ils ont complètement changé maintenant. C'est eux. On ne dispose pas des forces. Je crois que c'est la formule que j'ai utilisée, des forces vives nécessaires pour faire ce genre de truc. Ça a changé, c'est pas comme avant. Voilà. Donc c'est complètement idiot, c'est faux. Je sais que c'est faux. Et au moment où je le dis, non, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai, sporadiquement, comme ça, pour ne pas souffrir de la situation. Je vous donne la parole toujours dans un instant. Donc vous voyez là le fonctionnement à l'œuvre qui consiste à immédiatement, sans même y réfléchir, trouver une solution à quelque chose qui est pénible à penser. Voilà. Vous vouliez dire? Déjà, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous dites par rapport aux pratiques de blocage. J'étais pas au lycée à Paris, mais il s'est passé un certain nombre de choses où j'ai constaté qu'il y avait un changement de comportement au niveau des blocages dans le lycée, c'est-à-dire que j'étais dans un lycée qui bloquait énormément quand je suis arrivée en seconde. Les gens manifestaient, donc c'était bloqué, les gens étaient avec un haut-parleur, ils parlaient, etc., des choses qui n'allaient pas. Et il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que les étudiants ont arrêté de bloquer, et complètement, presque. Dans la période où, et même au niveau des comportements, les gens étaient beaucoup plus conformés, parce que c'est là qu'ils voulaient un peu littéraire, qui cachait un peu son élitisme là-dessous. Il y a eu déjà le plan Vigipirate qui a enfermé en fait, les étudiants à l'intérieur de l'établissement, et donc le blocage était complètement impossible. Et il y a eu aussi la crise sanitaire. Et un autre truc, c'est que les générations donc, de lycéens avant nous ne nous ont pas transmis la technique qui consiste à faire voter le blocage, etc. Ce qui a donné le fait qu'avec des étudiants qu'on avait voulu bloquer, qu'on n'a pas fait de vote parce qu'on ne savait pas qu'il fallait faire de vote, et qu'on a fini par se faire balayer par des bacs de façon relativement violente devant tout le lycée. Ce qui donne un bel exemple aux autres lycéens que non seulement ce qu'on a fait c'était complètement inutile, parce que ça a duré 6 minutes, on s'est levé très tôt et qu'on a déplacé des trucs coréens, qu'en plus, bon, c'était un petit peu raciste. J'avais un ami qui était métis et ils lui ont pété le genou. Mais autrement ça, on a vraiment servi d'exemple et on a illustré ce truc de non seulement vous savez pas bloquer, ce que vous faites ça sert à rien,
vous êtes complètement désorganisé et même si vous essayez de vous organiser, on va vous balayer. Donc, peut-être que, je ne sais pas si ça s'est passé dans d'autres établissements. Je vais rebondir sur ce que vous dites, puis vous continuerez par la suite. Évidemment que ces éléments-là me viennent en tête, et c'est tout azimut. C'est des éléments idéologiques, déjà on parle de blocage. Il ne faut pas bloquer l'économie, il ne faut pas bloquer, le blocage c'est pas bien. On aurait peut-être plus intérêt à parler d'occupation ou simplement d'université libre d'ailleurs. On pourrait dire renouvellement des emplois du temps, appropriation par les étudiantes et les étudiants de leur outil de production. On pourrait appeler ça les universités, parce que tout simplement c'est le moment où on fait effectivement universitas, magistrarium et scholarium. Il y a juste des enseignants et des étudiants qui se rencontrent sans administration au milieu pour échanger des savoirs, cadre dans lequel d'ailleurs tout le monde peut devenir à son tour étudiant, enseignant. Voilà, pourquoi pas. Mais il y a des batailles idéologiques qu'on a perdues, notamment sur le volet sécuritaire et anti-mobilisation sociale, anti-mouvement social, donc ça c'est une chose. C'est con ce que je vais dire, c'est vraiment un ressenti, hein. Mais c'est aussi une connaissance assez tangible. Vous travaillez de moins en moins. Pas à l'extérieur, là vous travaillez de plus en plus à l'extérieur pour gagner vos vies. Mais vous bossez de moins en moins à la fac. Or, ça joue énormément. Ça joue énormément sur le sentiment de confiance, sur la manière dont on va contester les profs, et sur la confiance des profs dans l'intérêt de ce qu'ils disent, et sur la relation qu'ils ont avec les étudiantes et les étudiants, parce que ils ont affaire à des gens qui, on sait très bien, s'ils ne viennent pas, vont lire 4, 5, 6 bouquins dans la semaine, et c'est pas grave. Là, on est dans une situation où il y a une vraie précarité. Vous arrivez de Parcoursup, vous avez été un peu valdingué, sélectionné, on ne sait pas très bien sur quels critères. Vous avez depuis le socle de connaissances commun de connaissances et de compétences été complètement lessivé de tout apprentissage de la pensée critique et non mais littéralement. Il y a eu 3 phases. C'est-à-dire que les premiers étudiantes qui sont arrivés ayant subi ça, on pouvait encore leur enseigner qu'un énoncé contestable, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que la structure d'une dissertation, c'est avancer un énoncé contestable et le défendre. Mais ça devient de plus en plus difficile. Des gens qui ont eu l'habitude que de répondre à des questions sur des commentaires avec énormément de consignes, leur dire l'essentiel, c'est la contestation. Avant, un premier cours en 2006, vous n'aviez pas dit bonjour, une main qui se levait pour dire pourquoi vous dites bonjour et pas autre chose d'abord, machin, et conflit entre le libéral qui était là, le communiste qui était là, et tout le monde gueule. Donc vous avez été très fortement dépolitisé dans la pratique même des disciplines universitaires, et on a vraiment maintenant l'habitude de présenter par exemple les différentes options méthodologiques en histoire, en sociaux, en philo, en économie comme étant normales alors qu'elles sont en réalité hyper politiques, mais c'est un camp qui a gagné puis pas l'autre. Donc ça existe. Effectivement, il y a une difficulté à transmettre lorsque, par exemple, les sites sont éclatés et que donc les anciens étudiants ne sont pas là. Et les anciennes étudiantes ne sont pas là. Mais dernier point, dernière fois qu'il y a un mouvement d'importance ici, la loi LOR et Parcoursup, mais c'était vachement bien. Et pourtant, on n'avait pas transmis. Et le groupe des étudiantes et des étudiants ont fait un super boulot qu'on n'aurait pas fait en plus, en enrichissant, en changeant énormément les pratiques, en changeant les pratiques d'expression dans les amphis, en changeant... Nous, on trouve ça hyper protocolisé, les trucs, où il faut faire comme ci, comme ça, où on doit absolument voir s'il y a une équivalence selon les genres, de qui s'exprime. Enfin, c'est des trucs pour des vieux militants, c'est bizarre, c'est protocolaire, c'est bureaucratique, d'accord, mais elle était bien, cette mobilisation. Donc ça change, mais c'est possible. Et c'est pas plus mal qu'il y ait un renouvellement des pratiques. Et nous sommes des vieux cons, en ce qui me concerne. Et donc, effectivement, dans un pays de plus en plus pauvre, avec une population étudiante de plus en plus vulnérable, avec des enseignements qui vraiment orientés pour créer des gens capables de répondre à des questions et rester sages et bien assis, oui, ça a une efficacité, c'est indéniable. L'existence de Parcoursup et d'un climat sécuritaire, oui, ça a une efficacité, c'est indéniable. Mais par ailleurs, c'est complètement faux cul de dire qu'il n'y a pas les forces vives pour monter un mouvement de ma part. Ouais. Je tiens à souligner ma dissonance cognitive. Bon. Il y a eu un
Ben oui, bien je sûr. pense que c'est lié au fait aussi que les étudiants étaient plus éloignés parce qu'ils n'étaient plus dans des classes fixes, par exemple en licence littéraire, enfin en licence en littéraire, en économie, etc., mais dans des choses beaucoup plus dispatchées. On était tous chez nous, et donc il y a eu ce truc qui s'est rajouté, où dès le lycée, en fait, on nous a... Enfin, c'est dès le lycée, les gens sont dépolitisés, alors que... Mais vous pourriez aller tout azimut, par exemple. Tiens, il se passe un truc étrange. Comme vous le savez, plus de la majorité des cours ici sont donnés par des personnes qui sont vacataires, qui sont dans une situation de précaire de l'enseignement. Soit qui perdent de l'argent à enseigner, soit qui en gagnent à peine de quoi acheter des boîtes de conserve à la fin du mois. Ce qui se passe, c'est que plus le corps enseignant se sent vulnérable, les titulaires comme les non titulaires, plus se sent menacé, moins il est payé, moins il est reconnu, et comment dire, le ratio par rapport à un SMIC du salaire d'un maître de conf ne cesse de baisser depuis les années 80. Non. Plus cette situation de précarité, de vulnérabilité augmente, moins il y a de solidarité entre le corps enseignant et le corps étudiant. Plus il y a de peur, en fait. Et c'est une situation étrange où plus l'intérêt matériel est là de créer une union, moins les conditions psychiques sont là pour permettre cette alliance-là. Vous voyez? Donc en fait, au niveau de la... Enfin, du coup, il y a des dissonances cognitives parce qu'on s'attendrait à ce qu'en étant moins payé, moins bien éduqué, moins bien, etc., les gens luttent contre ça. Sauf que comme c'est quelque chose qui a été assimilé, qui est trop ancré en fait, et trop inconscient, enfin pas inconscient en fait, pour qu'on puisse, à part, je suis désolée, mais à part un professeur de psychologie sociale, la plupart des profs ne vont pas forcément identifier ce phénomène-là comme ça. Ils vont se dire, bon bah j'ai moins de beurre dans mes épinards et du coup je vais travailler sur autre chose ou je vais partir à l'étranger. Non, la psychologie sociale permet d'identifier, vous allez le voir dans un instant, des techniques utilisables dans le cadre, par exemple, de la conduite de réformes politiques, la conduite de campagnes d'opinion. Là, moi, je suis autant enseignant de psychologie sociale que nageur olympique. Moi, je suis docteur en sociaux et docteur en philo politique. Vous êtes dans un cadre de pénurie d'enseignants dramatique, et donc on enseigne ce qu'on a enseigné. Alors, on revient sur les histoires de dissonance cognitive. Comme on vient de le voir, les cognitions peuvent être, selon Léon Festinger, soit consonantes, tout va bien, soit non pertinentes, c'est-à-dire elles n'ont pas de relation entre elles, soit dissonantes. Donc en gros, vous imaginez comme un stock, comme un jeu de cartes à l'intérieur de votre esprit, sur l'ensemble des cognitions que vous avez. L'ensemble des manières de juger, d'appréhender, de connaître, de motiver les situations sociales dans lesquelles vous êtes. Et ces cartes, ces cognitions, peuvent être sans rapport entre elles, en rapport entre elles mais de manière harmonieuse, en rapport entre elles mais de manière disharmonieuse. Cette dissonance, cette tension, place l'individu dans une situation dans laquelle sa première urgence sera de résoudre, de diminuer la tension. Alors,
Juste une remarque au passage. Vous voyez bien comment, ici, la psychologie sociale expérimentale permet essentiellement de mettre des chiffres sur des choses que, dans le fond, on connaît intuitivement. La théorie qui dit, par exemple, que une personne étiquetée, à qui on a attribué explicitement une qualité, va modifier son comportement pour correspondre à cette étiquette. Vous pouvez le sentir très bien. Si vous êtes vu dans un groupe comme étant la personne qui fait ça et on vous a affiché ça, vous allez avoir du mal à sortir de cette étiquette. Vous allez vous conformer à cette étiquette qu'on vous a attribuée. Alors, application de cette théorie des dissonances cognitives à la réforme des retraites. Vous avez entendu dans tous les médias, sur des tons plus ou moins effarés ou plus ou moins mobilisés, que l'opinion publique est de plus en plus opposée à la réforme proposée par le gouvernement. Qu'on y soit favorable ou qu'on y soit défavorable, on ne peut que reconnaître que, même dans les hypothèses les plus faibles, au moins 60% de la population française est, selon les sondages les plus modérés de ce point de vue-là, opposée, selon les hypothèses les plus basses, pour le dire autrement, à cette réforme, et parmi la population active, les hypothèses les plus basses sont autour de 80%. Voilà. Pour une mobilisation beaucoup plus faible. La mobilisation qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui contre cette réforme-là, pour l'essentiel ultra majoritairement sur des modes traditionnels, ritualisés, connus par le pouvoir, presque faisant partie du pouvoir, les manifestations et les grèves, sont vraiment ça fait partie du mode de régulation des conflits en France, c'est complètement traditionnel. Ces modes de mobilisation-là ne mobilisent pas 60% de la population ou 80% de la population active. Vous pouvez le constater. Jusque-là, on est dans des faits simples, clairs, précis, pas de souci. Interrogeons-nous maintenant sur l'état d'esprit dans lequel se trouve la population qui s'oppose, mais ne se mobilise pas. En d'autres termes, prenez un individu devant une casserole, je vous ai vu, hein, vous pouvez baisser la main, devant une casserole de lait, il veut surveiller son lait parce qu'il ne veut pas que son lait bouille et déborde, et il est dans la situation dans laquelle il regarde le lait bouillir, et ça monte, et il veut, mais il ne coupe pas le feu. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ce fait tout simple d'opposition et de non-mobilisation? On ne va pas aller très loin parce qu'on n'a pas cette population sous les mains pour faire des statistiques, mais on va commencer à se poser les questions vraiment de manière la plus élémentaire. On va formuler ensemble des hypothèses. Dans quel état d'esprit se trouve quelqu'un qui pense « Je ne souhaite pas pour moi l'avenir que me promet ce changement législatif, je ne ferai rien pour que cet avenir non souhaitable m'advienne, m'arrive. » Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a une tension qui est élémentaire. Comment on fait pour se sortir de cette tension? S'il y a dissonance cognitive, comment fait-on pour s'en sortir? Énoncez-moi plusieurs stratégies possibles pour échapper à cette souffrance. Ouais. On évoque le manque à gagner d'aller en manifestation en fin de semaine. Ou les problèmes de transport. Tout à fait. Tout à fait. C'est compliqué pour moi, ça me coûte trop d'argent, c'est tout à fait un argument. Est-ce qu'il y a... Attendez, parce que c'est sur les arguments ou sur ce que vous vouliez dire avant? C'était sur les arguments. Ah, alors allez-y. Moi j'en vois deux déjà évidents, parce qu'il y a beaucoup de gens, du coup j'imagine qu'il y en a qui se déresponsabilisent parce que de toute manière il y en a qui vont se mobiliser. Donc est-ce que moi personnellement j'ai besoin de faire cet effort-là? Et puis il y a toujours
bonne raison à le faire. Excellent. Ou alors c'est inutile, on est un peu aussi, ça fait longtemps que ça traîne cette loi et d'autres trucs que Macron a voulu faire passer un peu de force. Donc peut-être qu'il y avoir aussi ce mindset de toute manière ça servira à rien. Qu'on se mobilise, qu'on se mobilise. Ah, attendez. On a trois théories. De toute manière, ça servira à rien. Ça coûte trop cher. Et les autres ont qu'à le faire pour moi. Ils le feront plus qu'ils ont qu'à le faire pour moi. D'accord. Les autres le feront pour moi. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres théories? Oui. Après, c'est pas un horizon, mais par exemple, j'ai envie de faire du choix, mais je fais rien pour les perdre, mais j'ai envie quand même. Donc c'est dans la même logique que. Sauf que, tant que je suis dans cette situation simple, j'ai envie de perdre du poids, je ne le fais pas, il y a tension. Je vais chercher une solution pour ne pas en souffrir. Ça peut être, mais dans le fond, je m'adore comme je suis et je vous emmerde. Ça peut être, je sais pas, mais mon mari il aime pas les maigres, ou ma femme elle aime pas les maigres, je sais pas, ou ça peut être, c'est pas de ma faute parce que les salles de sport c'est des salauds ou les produits de bonne qualité sont trop chers. Ça peut être des tas de choses comme ça, plus ou moins vrai, plus ou moins délirant, plus ou moins vrai. La caractéristique des dissonances cognitives, c'est souvent de produire des solutions qui sont aberrantes, en fait, qui ne sont cohérentes que en tant que pansement. Et d'ailleurs, en toute situation, il n'est pas du tout recommandé, pour quelqu'un qui a des compétences en psychologie ou en psychologie sociale, de détruire comme ça à drôle pour point une croyance construite pour ne pas souffrir d'une dissonance cognitive, parce que sinon vous laissez la personne souffrir. Donc c'est pas une bonne idée. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant la situation que la solution qu'on trouve, pour ne pas souffrir de... Ouais. Ça rejoint un peu les théories de lutte, mais par exemple, pour prendre la mobilisation qui arrive samedi, j'ai fait une semaine de boulot, je suis fatigué, j'ai la flemme d'aller manifester en fait parce que c'est un samedi. Et Oui. que si j'habite par exemple dans le 92 et que elle commence place d'Italie, il faut que je traverse Paris par la manifestation. J'ai pas envie de marcher parce que les transports sont fermés. Alors, tout ça est bel et bon. On va clore à cet endroit-là. Ah oui. Pourquoi j'irais perdre de l'argent pour quelque chose dont j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de résultat en fait? Ouais, ben là, vous êtes en train de les mixer. C'est-à-dire, c'est trop cher et de toute façon, c'est déjà perdu. Ah, c'est bien, ça. C'est parce que en plus, quand on commence à les multiplier, ça devient. Voilà, on tresse comme ça les issues de dissonance cognitive et c'est plus solide. Bon. Ce qui est intéressant, là, vous voyez différents niveaux de réponse, plus ou moins aberrants. Certains sont complètement aberrants, d'autres sont très pragmatiques et très simples, même s'ils sont contestables. Alors allons-y. La première, c'est celle vraiment ultra majoritaire qu'on entend énormément dans les médias bourgeois, c'est-à-dire possédés par des capitalistes. Ça servira à rien. De toute façon, ça servira à rien, ils vont la faire quand même, cette réforme. Donc à quoi ça sert? Ça sert à rien. Bon. Ça a été largement abondé, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, par l'idée que maintenant en France, quand il y a des millions de gens dans la rue, personne ne s'en aperçoit. Mais c'est vraiment cette idée-là, une espèce de fatalisme. Ça servira à rien. Je ne vais pas me mobiliser si ça ne sert à rien. Je suis complètement justifié dans le fait de ne pas me mobiliser puisque ça servira à rien. Et il y a un discours d'ailleurs qu'on trouve à gauche et de la gauche radicale qui consiste à dire mais si, ça sert toujours à quelque chose parce qu'on se tient chaud, les défaites c'est très important, c'est avec les défaites qu'on construit les victoires, même si ça marche pas, quand même ça sert à quelque chose. C'est bon les merguez. Alors, deuxième, pourquoi c'est aberrant? Pourquoi c'est aberrant? Ben, c'est aberrant pour des tas de raisons. D'abord, l'histoire récente montre que la lutte paye. Voilà.
Les Gilets jaunes ont obtenu, je sais pas, 17 milliards d'investissements dans l'économie sociale, voilà, divers et variés, sous la même présidence. Je sais pas, il existe dans l'histoire sociale française, à échéance relativement régulière, des victoires et des conquêtes sociales et des acquis sociaux, notamment par exemple le système des retraites. Donc on a sous les yeux de toute évidence le fait que, ben non, c'est pas vrai, la lutte paye. Voilà, donc c'est pas vrai. Simplement, c'est beaucoup plus confortable de dire qu'elle paye pas. Voilà. Ce qui est compliqué avec cette position, c'est qu'il existe des exemples de gains récents. On peut même pas dire, ouais, mais c'était comme ça avant, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Ben non, c'est pas vrai. Non, non. Même sous ce président-là, on peut obtenir des choses par la lutte. Ouais. Donc, des bêtises. Oui. Ce qui revient un peu sur la question au début que je voulais poser, c'est la psychologie sociale n'a pas rendu les gens, en lien avec le fatalisme, un peu dépressifs ces 50 dernières années. C'est-à-dire que la génération de nos parents, en général, qui vient avoir un peu plus de la cinquantaine, a été, je pense, celle qui s'est le plus suicidée. Je ne sais pas du tout. Je suis pas sûre. Je crois pas du tout. Et on a quand même, par une forme d'individualisme aussi peut-être, et à travers différentes choses, il y a quelque chose qui fait qu'on est quand même déjà beaucoup plus isolé et on se sent quand même vachement moins bien, ou du moins on l'exprime beaucoup plus. Mais lier ça au développement de la psychologie sociale, ça me paraît très hasardeux. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas du tout lier la psychologie sociale à C'est la difficile. santé mentale des gens? C'est difficile d'abord parce que c'est une discipline qui est très différemment connue dans différents pays, qu'il va y avoir des zones dans lesquelles elle est assez bien connue, par exemple au Québec, et où le taux de suicide a plutôt eu tendance à baisser. Inversement, des zones où elle est bien connue et le taux de suicide a tendance à monter. En France, les versions expérimentales et proches des neurosciences et des sciences cognitives sont restées et restent encore ultra minoritaires et sont mal connues, alors que le taux de suicide aurait plutôt tendance à monter, lentement, mais c'est plutôt ça. Donc je vois pas de variation concomitante, mais quand bien même, en fait, quand bien même vous identifieriez une variation concomitante entre le niveau de connaissance des théories de la psychologie sociale expérimentale et une espèce de fatalisme, de tristesse et de pratique du suicide en augmentation, vous devriez en fait le rapporter à l'évolution globale d'un paradigme, c'est-à-dire d'une manière de donner une place à la science, d'organiser la recherche, d'organiser l'utilisation des recherches et leur publicité dans l'espace social, et d'une certaine manière, même de développer des manières de penser ce que c'est qu'un esprit, ce que c'est qu'un individu, ce que c'est que son lien à la collectivité, qui dépassent de très loin cette discipline-là. Donc, regardez-le plutôt comme un symptôme que comme autre chose. Le fait que, par exemple, l'expérience de Milgram devienne un objet plus ou moins fascinant, c'est plus un symptôme, une conséquence qu'une cause. En l'occurrence, vous avez affaire à des théories qui sont très peu connues. Si chez les jeunes, chez les personnes de notre génération, même si, on va dire, sur les gens qui sont dépressifs, tout le monde va passer à l'acte, et pas forcément des gens qui vont être atteints de dépression, mais qui vont s'inscrire dans une espèce de vague par mimétisme dans ce mood en fait, un peu triste comme ça. Comment quelqu'un qui peut même pas qui n'a même pas le désir en fait d'aller jusqu'à l'âge de la retraite peut se battre pour une retraite? Quand on se dit bah moi à 27 ans c'est fini, comment on peut avoir envie de se battre jusqu'à... Alors là, vous mettez plein de choses ensemble. Le développement, l'appauvrissement généralisé de la population, relatif, bien sûr, aux personnes les plus riches, mais enfin l'augmentation des inégalités, l'augmentation de la précarité, l'augmentation de la difficulté dans l'accès aux soins, à l'éducation, à la nourriture, au logement, l'augmentation de l'incertitude, de la demande psychologique, et la réduction des latitudes décisionnelles pour des individus de plus en plus contraints, effectivement, forment des déterminants de l'augmentation
de la dépression, de l'anxiété, du suicide. Ouais. Le développement de politiques d'ingénierie sociale, de biopolitique dénuées de fondements idéologiques et culturels solides et d'une forme de légitimité vraiment incorporée, comme par exemple l'épisode du confinement, ça a un impact évidemment sur la dépression, sur l'anxiété, sur le sommeil qui sont très forts. Vous avez aussi mentionné l'éco-anxiété, ou ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le terme d'éco-anxiété. L'éco-anxiété amène à formuler... Alors, les premières causes sont détachées de la psychologie sociale. Alors, sur l'éco-anxiété. Et c'est un argument que je trouve hyper juste. C'est incontestable. Quelqu'un qui vous dit oui, mais si dans 30 ans la planète est détruite, savoir la retraite, en fait, on s'en fout. C'est pas un problème d'actualité. La difficulté avec ça, c'est que ça crée des gens qui vivent dans des temporalités différentes. Par exemple, massivement dans la jeunesse, mais aussi dans ma génération, hein, des gens qui disent « Regardez, regardez, la catastrophe est devant nous! Elle arrive! Ah là là !» Alors, il y a aussi ceux qui disent la catastrophe est ni devant ni derrière, il n'y en a pas, on est dans un pur présent, on est dans le management, on va essayer de faire du business avec l'éco-anxiété, tiens, et puis avec le greenwashing, et ça va être formidable. C'est position Macron 200%. Le pur présent. Le pur présent. Vous êtes dans cette idée que la catastrophe va avoir lieu. Moi, par exemple, c'est une idée qui me paraît, en fait, impensable. Hein? Voilà. Moi, attendez, je termine. Pour moi, il y a certaines d'autres personnes, peut-être plus de ma génération ou plus âgées, la catastrophe a déjà eu lieu. La catastrophe, c'est le moment où nous sommes devenus culturellement et politiquement incapables de nous corriger en fonction de nos erreurs. Et de ce point de vue-là, on a connu par ailleurs, et très tôt, dès les années 70-80, en philosophie politique par exemple, des gens qui disaient, et auxquels on s'opposait, au nom de la catastrophe à venir, il faut former une élite politique mondiale capable de gérer les risques inhérents à la mondialisation. C'est à quoi on disait, mais non, ça participe de la catastrophe. Dans la catastrophe, il y a le fait de détruire toute nature en tentant de rendre le monde parfaitement maîtrisable et prévisible. Et en fait, c'est ce paradigme-là qui est en train de tout détruire. Et tant que vous serez dans la métaphore de la puissance et du contrôle, de la maîtrise, de la prévisibilité de l'existant, vous continuerez à tout détruire. Donc vous voyez, c'est vraiment... Alors le problème, c'est que quand on vit dans des temps différents, catastrophe, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais c'est un discours qu'on entend beaucoup. La catastrophe est à venir, la catastrophe a eu lieu, nous sommes dans la catastrophe du temps perpétuel. En fait, on vit dans des mondes différents, définis par des temps différents. Et donc militer ensemble devient très difficile. Et effectivement, au début du conflit, dans certains médias de gauche, le Canard réfractaire par exemple, il y a eu une espèce de questionnement légitime. Mais est-ce que nous, le premier motif de mobilisation, c'est la retraite? C'est un avenir qui est beaucoup trop loin pour nous. On a à se soucier de choses qui sont beaucoup plus proches. Là, vous voyez une résolution de dissonance cognitive parfaitement audible. Et qu'on essaye de réduire en disant, mais non, parce que dans le fond, la réforme de la retraite, c'est une transformation de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Est-ce qu'on appelle valeur exclusivement ce qu'on produit pour un salaire? Ou est-ce qu'on appelle valeur tout ce qu'on peut produire dans la vie pour la vie collective? Et l'éducation qu'on donne à un enfant, est-ce que ça n'a de valeur que lorsque c'est payé? Ou est-ce que c'est à chaque fois qu'on peut s'y consacrer que ça a de la valeur? Qu'est-ce que c'est que le travail? Est-ce que c'est ce qui est rémunéré ou est-ce que c'est ce qui transforme le monde dans une optique où on a envie de le voir se transformer? Donc, je vous ferai remarquer, cela dit, pour revenir à nos moutons, que par ailleurs, ce n'était pas dans les théories de dissonance cognitive les premières auxquelles j'ai envie de répondre maintenant, tout de suite, maintenant. Adressons le calcul rationnel. Il paraît moins aberrant que le « ça sert à rien ». Mais néanmoins, lui aussi est aberrant, hein, dans un moindre degré, mais il l'est aussi. Ce que vous allez perdre en journée de travail, en salaire, bien concret, bien mesurable, bien chiffrable, c'est infiniment moins que la somme d'années de précarité que vous allez récolter à la fin de votre vie. Donc, pour un tout petit gain, vous décidez de laisser la possibilité d'une énorme perte. C'est un choix rationnel à très courte vue, et de cette manière, vous voyez un truc très simple, c'est que
Enfin, moi, je l'interprète comme ça, c'est pas tellement l'individu rationnel que je vois à l'œuvre, ou alors c'est l'individu rationnel en tant qu'il est capable de répondre à des dissonances cognitives aussi, qu'il est marqué par ça. Ici, la rationalité vient apporter la réponse soulageante au plus court terme possible. Je suis soulagé tout de suite. J'ai pas une petite inquiétude pour la fin du mois afin d'obtenir une sérénité à long terme. J'ai une sérénité pour la fin de mon mois, ou en tout cas une angoisse moins forte, en échange d'années et d'années et d'années et d'années de précarité et d'angoisse. Vous voyez? Donc, oui, Mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit sûr que la mobilisation amène à quelque chose. Parce que si il se mobilise, il a perdu sa journée de travail, et si en plus la mobilisation, elle n'a pas de finalité, il a perdu une journée de travail pour rien. absolument. Donc au final, qu'est-ce qui. Enfin, il n'y a pas de. C'est un arbitrage à faire qui comprend des risques, etc. Et là, vous voyez comment ça fonctionne. Il dit, ben, je ne peux pas me permettre de prendre ce risque, ce qui demande d'oblitérer que ne le faisant pas, ben, on prend un risque beaucoup plus grand. Voilà. Quand je dis un risque, là pour le coup, c'est même pas un. C'est-à-dire que le risque que ça ne marche pas est un risque. Le coût social des réformes en question, lui, est écrit noir sur blanc. Et en plus, on peut en voir la continuité avec toutes les réformes précédentes, regarder les droits dont on dispose en temps réel sur le site de sa caisse nationale d'assurance vieillesse. Enfin, les gens savent le risque, ils savent à quel niveau ils vont partir, avec quel niveau de pension, comment. Ils le savent très bien. Bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure, s'il vous plaît? 22. Oh, mais, pardon. Je me fais toujours avoir par le temps. Vous verrez, c'est toujours comme ça. Alors, sachant cela, sachant qu'une partie importante de la population, d'une manière ou d'une autre, et on ne va pas trancher les choses, hein, se trouve en situation de dissonance cognitive et en souffre, ou en tout cas est dans une forme d'inconfort, et va consciemment, ou la plupart du temps inconsciemment, chercher à apporter une réponse à cette situation de dissonance cognitive. Qui est, j'ai objectivement intérêt à mobiliser, je ne me mobilise pas. J'ai objectivement intérêt à me mobiliser, j'ai le souhait d'empêcher quelque chose, ou que quelque chose soit empêché, et je ne le fais pas. Voilà. On prend cette situation comme une situation de base. Voilà. Qui s'oppose à je suis contre, alors je me mobilise, et je suis pour, alors je fais rien. Ou alors je me mobilise pour, qui sera encore une autre option. Imaginons que je sois un acteur de la société française qui ait intérêt à promouvoir cette réforme. Et que j'ai cette connaissance-là, qui n'est pas très difficile à obtenir. Hein. On ne s'est pas cassé la nénette très longtemps. On a regardé quelques statistiques qui sont disponibles pour tout le monde, partout, sur tous les journaux. D'accord ? Sachant que j'ai cette connaissance-là, je sais que dans cet écart se niche l'occasion d'un effort des individus pour produire une théorie justifiant leur non-action, permettant de sortir de la dissonance cognitive. D'ailleurs, excusez-moi, permettant de sortir de cette tension, d'atténuer cette tension. Si je veux faire passer la réforme et que je sais que cette tension existe, quelle théorie je vais massivement faire exister dans l'espace public pour orienter la réaction, pour orienter la manière dont les gens vont prendre en charge cette tension. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort des médias, c'est-à-dire que dit indirectement, montrer indirectement ou dit directement, c'est un peu cette idée que la mobilisation est devenue inutile, que les réformes politiques cherchent à empêcher la mobilisation et qu'au final, en vrai, 2 ans, ça passe. Alors, je vais vous proposer une hypothèse qui va vous permettre de résoudre une incompréhension. D'un seul coup, Elisabeth Borne va vous paraître plus intelligente.
Parce que des fois, on se dit quand même, c'est bizarre cette dame. Elle veut faire passer son gouvernement pour un gouvernement de négociation, qui parle avec les partenaires sociaux, qui concerte énormément, etc. Et elle arrive en présentant sa réforme en disant c'est pas négociable. Ça, puis ça, puis ça, puis ça, c'est pas négociable. Et de toute façon, c'est pas le mouvement social qui changera les choses. Et c'est comme ça. Et de répéter vraiment comme un refrain que ce ne sont pas les manifestations et pas les grèves qui feront changer le gouvernement. Au contraire, celui-ci s'enorgueillit de résister à la pression sociale avec courage. Et c'est quoi l'élément de langage? En responsabilité, de porter cette réforme dure mais nécessaire pour sauver le système de retraite par répartition. Alors, si vos partenaires, c'est les syndicats, et que vous leur dites, bah, tout ce que vous faites, on s'en fout, et on pourra vous écouter, mais on n'en a rien à faire, parce que c'est des concertations, c'est pas des négociations. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière d'amadouer les syndicats? Ah bah non. Ah non, aller voir des gens et leur dire, bah on vous parle, mais c'est pour de rire, parce qu'en fait, on s'en fout. C'est pas top top. Et ouvrir des négociations en disant, il n'y a rien à négocier, il faudrait être complètement demeuré pour en faire ça. C'est totalement contre-productif. C'est pas encore exactement l'heure. Comment est-ce qu'on peut comprendre une telle action? C'est qu'en fait, le but, la cible de ce message, c'est pas du tout les syndicats. C'est les gens. C'est les électeurs. Et tout simplement, ce qu'on leur dit, c'est votre dissonance cognitive, voilà la solution. Nous vous le disons. La solution, c'est ça. C'est une parole qui vient résoudre immédiatement un problème de dissonance cognitive. Voilà. Et ça vient, en fait, c'est du sparadrap, c'est du pansement. Cet élément de langage est un pansement. Pardon? Oui, d'un seul coup, c'est très intelligent. Enfin, c'est bien visé. C'est-à-dire, chez la masse de la population qui se trouve dans une situation injustifiable, on donne la justification. Le propos politique, il n'est pas du tout habile dans le point de vue d'une négociation avec des partenaires sociaux. En revanche, il est parfaitement adéquat dans l'orientation douce et tranquille de la population. On leur propose quelque chose de très confortable à adopter. Alors, depuis qu'il existe une cellule interministérielle de nudge, et qu'on sait par ailleurs que pendant l'épisode Covid, des pratiques de nudging ont été proposées, commanditées par l'État à la cellule de BVA Consulting qui travaille sur le nudge, c'est-à-dire sur l'utilisation des sciences cognitives au service de la capacité d'influence de l'État, on peut formuler ces hypothèses assez tranquillement. Ça ne reste que des hypothèses, je n'en sais rien. Ce que je vous dis simplement, c'est que factuellement, vraiment factuellement, même si ça n'est pas intentionnellement, cet énoncé-là sert de sparadrap dans le cadre de création d'une dissonance collective à l'échelle sociale. Voilà. Une fois encore, on ne vient que mettre des chiffres et des expérimentations passées pour mieux cerner une analyse que l'intuition seule aurait très bien pu faire. Mais il y a une toute petite nuance. C'est que quand Madame Borne dit « rien n'est négociable et la rue ne changera rien », c'est pas le fouet qu'elle a dans la main, c'est le sparadrap. Voilà. Ayez ça en tête. C'est pas de la répression, c'est pas de la menace. C'est de la galinothérapie. Aussi paradoxal que ça puisse avoir l'air, ces excès d'autorité, ces marques d'autorité, relèvent beaucoup plus du soin, puisque ça vient répondre à une situation dans laquelle une masse d'individus souffrent d'un écart entre des souhaits et des comportements. Voilà. Sur ces joyeusetés,
Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.